L'escalade n'en finit pas. Ce vendredi, après une semaine de rebondissement, la Chine a décidé de porter à 125% ses surtaxes sur les produits américains en réponse aux mesures de Donald Trump. Alors pourquoi cette surenchère de droits de douane est risquée pour l'économie américaine et à quoi faut-il s'attendre concrètement? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Hugo n'est pas disponible aujourd'hui, donc je prends le relais avec l'équipe. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. C'est donc une nouvelle étape dans la surenchère de taxes entre les deux premières puissances mondiales. En réponse aux droits de douane de 125% puis 145% imposés par Donald Trump sur les produits chinois importés aux États-Unis, la Chine a annoncé ce vendredi augmenter les droits de douane de 125% sur tous les produits américains importés sur son territoire, et ce, dès le 12 avril. Les droits de douane, ce sont des taxes que les entreprises d'un pays doivent payer lorsqu'elles importent des produits depuis l'étranger. Et donc là, concrètement, si un produit américain coûte 100 €, avec une taxe douanière de 125%, ça signifie qu'il sera taxé à hauteur de 125 € à son entrée en Chine. Et donc, son prix final sera de 225 €. Même chose pour la Chine, si un produit chinois coûte 100 € et qu'il est importé aux États-Unis, son prix final sera de 245 €. À noter au passage, on en parlait hier, la Chine est pour le moment le seul pays du monde à être autant taxé par les États-Unis, puisque Donald Trump a suspendu pour 90 jours les droits de douane qu'il avait imposés à plus de 75 pays dans le monde, les abaissant à 10% pour tout le monde. Mais alors, pourquoi la Chine est dans le viseur des États-Unis? Eh bien, la Chine est la première puissance commerciale devant les États-Unis, donc elle exporte partout et contrôle des pans entiers de la production mondiale, ce qui forcément ne plaît pas beaucoup aux États-Unis qui ont longtemps été en première position. Et donc le pays est considéré comme la principale source des problèmes commerciaux des États-Unis, c'est ce qu'a déclaré le ministre américain des Finances Scott Bessent. En fait, les États-Unis accusent la Chine de maintenir un excédent commercial massif puisqu'elle exporte vers les États-Unis beaucoup plus qu'elle n'importe. Autrement dit, les Américains achètent beaucoup plus de produits chinois que les Chinois n'achètent de produits américains. Pour vous donner une idée, en 2024, les États-Unis ont enregistré un déficit commercial de 295,4 milliards de dollars avec la Chine, selon les données du département du commerce américain. Ça représente environ un quart du déficit commercial total des États-Unis pour les biens cette année-là. Et puis les États-Unis reprochent surtout à la Chine de ne pas jouer à armes égales dans le commerce mondial. Par exemple, l'État chinois donne de l'argent ou des avantages à ses entreprises pour qu'elles puissent vendre leurs produits à l'étranger moins cher. Et puis la Chine garde aussi sa monnaie, le yuan, faible volontairement, ce qui rend ses produits moins chers à l'export et donc plus compétitifs dans le monde. Scott Bessent a d'ailleurs estimé que la Chine était l'économie la plus déséquilibrée de l'histoire moderne. Et donc selon les États-Unis, ces mesures de surtaxe qu'ils viennent d'imposer visent à inciter la Chine à modifier ses pratiques commerciales jugées déloyales. Mais alors pourquoi au final ces surtaxes dans les deux sens sont risquées, surtout pour les États-Unis? En fait, il faut bien comprendre que les États-Unis vont avoir du mal à se passer de la Chine. La Chine, c'est l'un des principaux fournisseurs des États-Unis pour de nombreux produits. Par exemple, dans l'électronique, donc les téléphones, les ordinateurs, etc. Les États-Unis dépendent aussi beaucoup de la Chine pour les pièces détachées, les jouets, les meubles ou encore les vêtements. Et donc ces surtaxes de 145% des États-Unis vont se traduire par une hausse des prix pour les entreprises et les consommateurs américains, ce qui risque de fragiliser la croissance et le pouvoir d'achat. Et tout ça alimente l'inflation, donc la hausse générale des prix, alors que le gouvernement américain essaye justement de la faire baisser depuis 2 ans. Et sans parler des produits chinois importés aux États-Unis, même des produits qui sont fabriqués aux États-Unis sont souvent assemblés à partir de pièces importées de Chine. Et donc avec ces surtaxes, les coûts de production vont exploser, ce qui va réduire les marges des entreprises, freiner les investissements et même potentiellement provoquer des pertes d'emplois. De son côté, la Chine cherche à construire d'autres alliances pour compenser une perte potentielle de plusieurs centaines de milliards d'euros liée à la chute des exportations vers les États-Unis. Car oui, près de 20% de son PIB dépend des exportations, dont 16 à 21% vers les États-Unis. L'économie chinoise est donc fortement dépendante des exportations et notamment vers le marché américain. Le gouvernement chinois a notamment sollicité l'Australie, qui semble, elle, peu enthousiaste à l'idée de resserrer les liens dans ce contexte. Le président chinois Xi Jinping prévoit également un déplacement en Malaisie la semaine prochaine, signe que la Chine mise fortement sur ses partenaires asiatiques. En parallèle, la Chine cherche aussi à renforcer sa coopération avec l'Union européenne, et d'ailleurs des discussions ont été entamées à ce sujet. Le ministre chinois du commerce s'est entretenu en visioconférence avec le commissaire européen au commerce. La Chine espère des avancées, notamment sur la question des voitures électriques, mais le sujet est sensible des deux côtés. En tout cas, Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, a tiré la sonnette d'alarme. Selon elle, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait réduire de 80% le commerce de marchandises entre les deux pays et effacer près de 7% du PIB mondial sur le long terme, donc le nombre de biens et services produits dans le monde en un an. En fait, les retombées économiques de cette guerre commerciale pourraient toucher de nombreux autres pays. Et oui, car si les deux premières puissances mondiales se sanctionnent mutuellement, eh bien ça
freine les échanges, ça crée de l'incertitude sur les marchés et donc ça ralentit la croissance mondiale. Or, l'Europe, par exemple, est très dépendante des exportations. De nombreuses entreprises européennes, notamment dans le secteur de l'automobile, l'électronique ou encore de la chimie, travaillent avec des fournisseurs chinois ou américains, notamment pour des pièces détachées, des composants ou des matières premières. Et donc ça pourrait amener à des hausses de coûts, des délais ou même des ruptures d'approvisionnement. Voilà pour ce sujet, j'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus et je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La tempête Olivier, en provenance d'Espagne, va affecter le début des vacances scolaires de la zone C à partir de ce samedi 12 avril. Selon l'agence météorologique espagnole AMET, il s'agit d'une dépression froide qui risque de provoquer des pluies intenses. Concrètement, cette tempête devrait apporter du vent et de la pluie sur une large partie de la France, voire même des orages et de la grêle à certains endroits, notamment dans le sud-ouest et le sud-est. Les départements de la façade atlantique, donc la Gironde, la Charente-Maritime, la Vendée, la Loire-Atlantique et le Morbihan, seront les premiers touchés ce samedi. Ces pluies devraient ensuite se généraliser à l'ensemble du pays pour dimanche. Deuxième actu, le Premier ministre François Bayrou sera entendu sous serment par la commission d'enquête parlementaire le 14 mai dans l'affaire Betaram. Alors pour rappel, l'affaire Betaram concerne des abus sexuels et des violences faites à des mineurs au collège-lycée privé de Notre-Dame de Betaram entre la fin des années 1950 et les années 2000. Au total, 200 plaintes d'anciens élèves ont été déposées contre des membres du personnel éducatif et administratif de l'établissement. Une commission d'enquête a été ouverte en février 2025 pour comprendre la gestion de ces abus et déterminer les responsabilités. Concrètement, François Bayrou est accusé d'avoir menti sur sa connaissance des violences au sein de cet établissement religieux où plusieurs de ses enfants ont été scolarisés. Il sera donc prochainement entendu, notamment en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale de 1993 à 1997. La commission d'enquête, qui doit rendre ses conclusions en juin, a déjà auditionné 70 personnes. Elle prévoit aussi d'auditionner d'autres anciens ministres de l'Éducation et notamment la ministre actuelle, Elisabeth Borne. À noter justement qu'Elisabeth Borne a annoncé ce vendredi l'ouverture d'une enquête administrative sur l'établissement pour identifier les défaillances et déterminer les mesures à prendre pour assurer la protection des enfants. Troisième actu, des pilotes de l'armée israélienne ont été renvoyés après avoir signé une lettre exigeant le retour des otages, je cite, même au prix de la fin de la guerre dans la bande de Gaza. Cette lettre a été signée par environ 1000 pilotes et aviateurs de réserve et à la retraite et publiée ce jeudi dans plusieurs journaux israéliens. Selon cette lettre, seul un accord peut ramener les otages israéliens détenus à Gaza en toute sécurité. La lettre s'oppose donc ouvertement à la politique du gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui estime qu'une pression militaire forte sur Gaza est le seul moyen de forcer la libération des otages capturés le 7 octobre 2023. Il a donc annoncé que les pilotes seraient tous renvoyés de l'armée de l'air. Et vu qu'on parle de Gaza, la défense civile palestinienne a annoncé ce vendredi la mort de 10 membres d'une même famille, parmi lesquels 7 enfants, dans une frappe israélienne survenue dans la nuit de jeudi à vendredi à Khan Younes, dans le sud de Gaza. Selon l'ONU, il y a eu environ 224 frappes israéliennes sur des immeubles résidentiels et des tentes pour déplacés, dont 36 n'ont tué que des femmes et des enfants, depuis que les bombardements ont repris le 18 mars, mettant fin à une trêve de 2 mois. Quatrième actu, en France, un enfant sur 250 meurt avant l'âge de 1 an, selon un rapport de l'INSEE publié ce jeudi sur la mortalité infantile qui a continué d'augmenter en 2024. Dans le détail, 2700 enfants de moins d'1 an sont décédés l'année dernière en France. Parmi ces décès, un quart ont eu lieu le jour de la naissance, la moitié entre 1 et 27 jours et un quart entre 28 et 365 jours de vie. Selon le rapport, certains enfants sont plus exposés que d'autres à la mortalité infantile et notamment les garçons qui présentent un risque plus élevé de complications à la naissance et qui sont plus touchés par les maladies génétiques que les filles. Ils ont un risque 1,2 fois plus élevé de mourir avant 1 an que les filles. Les enfants nés de grossesses multiples comme les jumeaux ou les triplés ont 5 fois plus de risque de mourir avant 1 an que les autres enfants. Le risque est également plus élevé lorsque la mère est très jeune ou très âgée. Mais alors, comment expliquer que la mortalité infantile est augmentée en 2024 ? Eh bien, avec les progrès de la médecine, des enfants qui seraient autrefois morts-nés et qui ne seraient donc pas comptabilisés dans les naissances vivantes survivent désormais quelques heures ou jours. Le ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a proposé la création d'un registre national ce lundi afin de creuser davantage les causes de cette hausse. Cinquième actu, le rugbyman français Sébastien Chabal a confié souffrir de perte de mémoire dans un épisode du podcast Légende de Guillaume Play, sorti ce mercredi sur YouTube. Alors le joueur a pris sa retraite il y a 11 ans et il raconte n'avoir, je cite,
aucun souvenir des matchs disputés dans sa carrière. Pire, il ne se souvient pas non plus de la naissance de sa fille, ni de certains souvenirs d'enfance. Selon lui, ses pertes de mémoire sont dues au choc qu'il a reçu sur le terrain. Ces chocs dont parle Sébastien Chabal, ce sont en fait des commotions cérébrales, donc un coup à la tête qui secoue le cerveau et peut perturber son fonctionnement. Ça arrive assez fréquemment dans les sports de contact, comme le rugby. Pour ceux qui suivent ce sport, vous avez peut-être en tête l'exemple de Paul Villemc, dont la carrière est arrêtée depuis 6 mois en raison d'un enchaînement de commotions cérébrales. Le joueur concerné peut ressentir des maux de tête, être confus, avoir des trous de mémoire donc, ou perdre l'équilibre. Même si le traitement des commotions cérébrales en rugby a beaucoup évolué avec des protocoles stricts, ce n'était pas encore tout à fait le cas dans les années 2000 lorsque Sébastien Chabal jouait encore. Et on finit avec cette actu. Depuis ce vendredi 11 avril, certains sites pornographiques ont l'obligation de s'assurer que leurs utilisateurs en France ont plus de 18 ans. Cette obligation concerne pour le moment les sites basés en France et hors de l'Union européenne, ce qui exclut donc encore certains géants du secteur comme Pornhub ou Xvideo qui sont situés dans l'Union européenne. Selon l'Arcom, donc le gendarme de l'audiovisuel en France, environ 2,3 millions de mineurs accèdent chaque mois à des sites pornographiques en France. Le contrôle de l'âge des visiteurs, qui se fera grâce à un système de double anonymat, a 2 objectifs. Il faut à la fois s'assurer que les utilisateurs soient majeurs, mais aussi protéger leurs informations personnelles, car aujourd'hui, ils sont peu nombreux à accepter de fournir leur état civil aux géants du X. Concrètement, lorsque vous accédez à l'un de ces sites, il vous sera proposé de choisir parmi plusieurs méthodes de vérification. Envoyer une photo de votre pièce d'identité, faire un selfie pour estimer votre âge, ou passer par une application qui connaît déjà votre âge. Ces vérifications seront effectuées par des prestataires extérieurs spécialisés dans ce domaine, ce qui garantit donc la protection de vos données. Ces prestataires délivrent ensuite une sorte de ticket indiquant simplement que vous êtes majeur. Puis le site pour adultes reçoit ce ticket et ce sans avoir accès à vos données personnelles directement. À noter que cela pourrait changer dans les mois à venir en fonction des décisions qui seront prises au niveau européen. Merci Léa pour ces actualités en bref. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce format. Il est également disponible en version podcast sur toutes vos plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt.